Merci au Forum des images de m'accueillir. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire un petit état des lieux des dispositifs immersifs en abordant une partie un peu historique et pour voir les enjeux esthétiques de ces formes. Donc, avec l'irruption dans le champ artistique de nouveaux outils et dispositifs engendrés par les technologies numériques, à la fois sur le plan de la création, mais aussi de la réception, en particulier tous les écrans mobiles, on a vu émerger de nouveaux territoires et de nouvelles formes esthétiques. On constate qu'une grande majorité de ces formes, malgré leur diversité et leur hétérogénéité, impliquent le spectateur dans une réception plus active, plus participative, parfois interactive, en tout cas une réception qui est souvent corporelle. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans ces nouveaux dispositifs. On pourrait, du coup, à la suite du philosophe américain Alva Noé, parler d'un art expérientiel, c'est-à-dire des formes artistiques qui se déploient justement en engageant d'une manière inédite le corps du spectateur, des formes pour lesquelles il ne s'agit pas seulement de voir, mais réellement d'expérimenter de nouvelles manières de voir et de nouvelles manières de sentir. Pour moi, il me semble en effet que ces nouveaux dispositifs font émerger de nouveaux régimes de visibilité qui questionnent justement la sensorialité et les modalités de la perception. Néanmoins, il me paraît intéressant de changer un peu de focale et de revenir un peu en arrière parce que toutes les questions que posent aujourd'hui les nouveaux médias, en fait, elles ne sont pas si nouvelles que ça. Et on s'aperçoit que déjà, dès les débuts du cinéma, ou plutôt dès le développement du cinéma, en se détachant du cinématographe et des spectacles de foire et de théâtre, on se posait déjà des questions assez similaires. Par exemple, dès 1924, le théoricien du cinéma et artiste hongrois Béla Balázs écrivait, je cite, « Un nouvel art serait comme un nouvel organe des sens, et c'est chose plutôt rare que ceci se multiplie. » Et il voyait justement dans le cinéma ce nouvel art sensoriel et expérientiel, si vous me permettez d'employer de façon anachronique ce terme. Également, dans la même mouvance des avant-gardes, dans les années 29, l'artiste hollandais Theo van Doesburg dénonçait les limitations de la projection cinématographique sur un écran rectangulaire. Et pour lui, il s'agissait d'une régression vers la surface plane bidimensionnelle et le cadre rigide du tableau. Donc, dès les débuts du développement du cinéma, on se posait ces questions de limitation d'un écran rectangulaire. Et il me semble que c'est intéressant de poser ces jalons historiques pour voir que déjà, on se demandait comment déployer le cinéma dans l'espace réel. Et je cite Theo van Doesburg, parce que ça me paraît assez important cette citation. « Il s'agit de passer d'une forme filmique ayant une structure contrôlable de lumière et d'ombre à une forme spatio-temporelle. Jusqu'à présent, le film a été construit à partir de notre perception habituelle de l'espace, mais le film, comme œuvre d'art pur, naîtra d'une perception spatiale infiniment plus riche. Au lieu d'une mise au point picturale, il nécessitera une mise au point architecturale. » Donc ça, c'était en 1929. Donc là, je saute presque un siècle plus tard et je vous propose d'examiner ici des formes audiovisuelles qui justement font éclater le cadre traditionnel rectangulaire de la représentation pour proposer aux spectateurs ou aux spectateurs, si je reprends la terminologie de Jean-Louis Weisberg, un espace de représentation à explorer, alors pas seulement d'un point de vue symbolique, mais réellement d'un point de vue physique, donc tous les dispositifs immersifs de réalité virtuelle, les applications de réalité augmentée ou les environnements de réalité mixte. Alors peut-être que pour certains, ces termes sont absolument incompréhensibles. Donc je vais revenir sur quelques définitions et montrer des exemples pour accompagner tout ça. Et ensuite, je replacerai ces formes dans une perspective historique. Alors première définition, pardon, je le montrerai après, mais je vais essayer de couper des choses. Donc excusez-moi si parfois vous voyez des choses qui disparaissent aussi vite.
Donc, la première forme dont je voulais vous parler, c'est la vidéo 360. C'est un enregistrement d'un espace réel avec des caméras, un rig 360, qui est restitué dans un panorama sphérique. Mais du point de vue strict, on ne peut pas parler réellement de réalité virtuelle car on n'a pas d'interaction réelle, hormis bouger la tête pour découvrir le paysage. Enfin, souvent, il s'agit de paysage. Et le spectateur reste quand même relativement passif dans ces dispositifs. Et il n'y a pas non plus d'image de synthèse, de création d'univers en image de synthèse. Donc, c'est une technique quand même assez utilisée. L'un des premiers, en tout cas une des premières chaînes de télé, c'est Arte, qui est vraiment précurseur dans toute la création de nouvelles formes audiovisuelles. En 2014, il propose une application pour casque de réalité virtuelle qui s'appelle Polarcy 360, dans laquelle on nous propose de découvrir l'Arctique comme si on y était, donc dans un dispositif de 360. Là, j'ai fait une petite capture où j'ai testé le dispositif, mais bon, tout le monde voit très bien, je pense, ce qu'est la vidéo 360, donc je passe. Pour vous parler de réalité augmentée, donc la réalité augmentée, c'est une technique qui consiste à superposer des données virtuelles en 2D ou en 3D en temps réel dans l'espace réel. Et ces données vont être vues soit à travers un écran, une tablette, un téléphone, soit grâce à des lunettes comme les fameuses Google Glass qui ont été abandonnées mais qui vont sans doute ressortir d'ici peu. Alors j'ai choisi un exemple assez ancien, entre guillemets, du point de vue des nouvelles formes audiovisuelles, puisqu'il date de 2013, mais qui est vraiment intéressant, c'est Cinema City, vous connaissez peut-être. C'est un projet qui a été créé par Pierre Catan du studio Small Bang et soutenu par Arte Paul Webb pour expérimenter, je cite, de nouvelles formes de narration dans la ville, donc de narration en mobilité avec un dispositif de réalité augmentée. Je vous lance le teaser qui explique très bien les choses, aussi bien que moi. Cinema City géolocalise dans Paris des extraits de films à l'endroit même où ils ont été tournés. Des balades sont proposées aux utilisateurs pour découvrir la ville à travers le cinéma. Cinema City est aussi un laboratoire de création qui produit des fictions balades originales en 5 épisodes à l'échelle d'un quartier. Pour aller d'un épisode à l'autre, les utilisateurs sont invités à se déplacer à pied. Merci Quasimodo. Bon, je passe. Donc vous voyez, ce système repose sur la géolocalisation et l'indexation de données et le déplacement du spectateur dans l'espace urbain. Donc on nous propose des sortes de balades augmentées dans le patrimoine cinématographique, mais également une balade dans Paris. Donc, on découvre Paris à travers le cinéma et on découvre le cinéma grâce à la balade qu'on peut faire dans Paris. Donc on voit bien que dans ce cas, c'est en traversant physiquement les lieux dans lesquels ont été tournées des scènes de films qu'on va déclencher sur notre écran des extraits de films qui ont été tournés à cet endroit-là. C'est assez intéressant puisque c'est la marche en fait, du spectateur qui va faire en sorte d'ordonnancer ces différents extraits. Mais il y a un dispositif encore plus intéressant dans ce projet, c'est les fictions balades. Donc là, il a été demandé à des réalisateurs d'écrire des scénarios de fiction, de séries fictionnelles se passant dans des quartiers de Paris. Et pour avoir l'épisode suivant, il fallait se déplacer dans le lieu même où la scène avait été tournée. Donc là, le corps du spectateur devient vraiment un outil d'ordonnancement narratif, de narration, puisque c'est grâce à lui que le récit fragmenté discontinu va prendre forme. L'holographie, maintenant, c'est une autre technique qu'on va voir demain avec le spectacle sur Mandela. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. C'est une technique qui permet de projeter dans l'espace réel un objet ou un personnage en 3 dimensions, mais visible sans lunettes et sans casque.
Alors, j'ai choisi une série d'installations artistiques d'une compagnie que j'adore, Adrien M et Claire B, qui date de 2017 et qui est encore montrée en France, notamment à Albi actuellement. Donc, c'est une série qui mêle des dessins augmentés, des dispositifs d'illusion holographique, aussi de la réalité virtuelle. Et l'idée, c'est de jouer sur la frontière entre le vrai, le faux, l'animé, l'inanimé, l'authentique, le simulacre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect purement technologique, c'est vraiment la magie, le merveilleux qui sont convoqués en dehors des problématiques vraiment technicistes. Comme si, je cite les concepteurs, un animisme numérique existait. Donc comme si le numérique avait une âme et nous offrait cette part sensible. Je vous montre le teaser. Je l'ai fait très récemment, c'est vraiment une très belle expérience. Donc là, il s'agit de réalité augmentée. On voit ça à travers l'iPad. Donc ça mêle des matières très concrètes, puisque c'est beaucoup de pierres, des cailloux, qui s'animent grâce à la réalité augmentée. Donc il y a un aspect matériel très concret au-delà des technologies numériques. Donc là, c'est un dispositif de réalité virtuelle où le toucher prend une dimension extrêmement forte dans l'expérience. Donc le corps est fortement sollicité et cette idée d'avoir une matérialité du numérique, elle s'incarne aussi via le corps du spectateur. Alors je suis désolée, je dois un peu... On m'a dit de décourter les extraits, alors vous n'allez pas voir tout, mais je vous engage, si vous pouvez, aller voir cette exposition. Autre technologie, donc évidemment à aborder, c'est la réalité virtuelle. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a un flou terminologique qui entoure cette notion. On l'entend un peu partout dans un grand nombre de discours. C'est devenu un peu l'expression à la mode et moi-même je suis en train de faire un film en réalité virtuelle, donc je suis vraiment très intéressée par cette technique. Donc je vous propose juste une définition, c'est celle de Philippe Fuchs, qui est professeur en réalité virtuelle à l'École des Mines, qui propose une définition fonctionnelle de la réalité virtuelle. Alors je le cite: la réalité virtuelle va permettre à l'utilisateur de s'extraire de la réalité physique pour changer virtuellement de temps, de lieu et de type d'interaction, interaction avec un environnement simulant la réalité ou interaction avec un monde imaginaire ou symbolique. Alors normalement, dans la définition un peu stricte, il y a justement une interaction en temps réel avec ce qui est l'univers représenté et la création d'un univers de synthèse. Mais on utilise maintenant le terme, y compris pour l'exemple que je vous ai choisi, qui est la première fiction française en 360 stéréoscopique, qui a été coproduite par Arte et Okyo Studio, qui s'appelle iPhilippe. Sans doute, vous la connaissez parce qu'elle a fait beaucoup parler puisque c'était une des premières à être montrée. En fait, c'est un court-métrage qui accompagne un documentaire et un jeu vidéo.
sur la vie de Philippe Cadic. Et le film propose de prendre la place, d'incarner un robot, un androïde, qui a été conçu par un ingénieur en robotique. Et cet ingénieur a implanté la mémoire de Philippe Cadic à l'intérieur de l'androïde. Alors pourquoi j'ai choisi cet exemple? C'est surtout parce qu'il positionne le spectateur à la place d'eux, donc de l'androïde, et que c'est un point de vue subjectif qu'on va retrouver ensuite dans beaucoup de films en réalité virtuelle. Même si ici, il n'y a pas proprement parlé d'interactivité. Pour gagner du temps, hein, j'ai fait des extraits en point move, donc je ne peux pas vous montrer les changements de point de vue, mais en tout cas, on incarne le personnage androïde. I hear you perfectly well, David. Tell me your name. My name is Philip, but everybody calls me Phil. When were you born, Phil? I was born on December 16th, 1928. Where? In Chicago, Illinois. What do you do for a living? I am a writer. Can you tell us where we are? Home, I guess? And what year is it? We're in 2005. Gosh, that makes me such an old man. And how do you feel? How do I feel? Interesting question. I'm just a series of computer-generated iterations encased in hardware, so I guess I can't feel. Donc j'en profite pour changer d'extrait. Donc là, vous voyez, on est vraiment à la place du robot. Et évidemment, c'est un univers 360. Donc si vous avez un casque ou si vous le faites sur Internet avec la souris, vous allez évidemment avoir tout l'environnement qui est explorable. Je vous propose un autre exemple plus récent qui date de 2018 qui m'a vraiment parlé parce que contrairement à la plupart des dispositifs où le casque va occulter notre corps physique, là on est dans un dispositif qui nous incite à retrouver notre corps réel tout en faisant une expérience virtuelle. C'est assez déstabilisant. C'est en fait une installation de lecture immersive sur la maladie de la mort, enfin, ça s'appelle Lily, la maladie de la mort, du collectif Hors Normes, qui a été présentée dans différents endroits et qui date de 2018. J'explique rapidement le dispositif. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de la mort de Duras, c'est un texte assez érotique et qui raconte l'histoire d'un homme qui paye une femme pour passer plusieurs nuits avec lui à l'hôtel pour voir s'il est capable d'aimer. Voilà. Et nous, en tant que spectateurs, on rentre dans une installation, en fait, hein, c'est plus un dispositif d'installation, qui est une chambre d'hôtel avec un room service. On nous installe sur un lit, quelqu'un se couche à côté de nous, même si on ne le connaît pas. Hein. On nous met un casque sur la tête, on nous met une petite couverture sur le corps. Et à l'intérieur du casque, vous allez avoir une chambre d'image de synthèse, hein, reconstituée sur Unity, une chambre d'hôtel, dans laquelle il y a une terrasse qui donne sur un bord de mer avec une étendue splendide. Et vous voyez des phrases du texte de Duras qui s'incrustent un peu partout dans le 360, avec des sons, des phrases dites aussi par une femme et un homme. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, sur la terrasse de la chambre d'hôtel, vous avez du vent sur le corps qui vous arrive. À des moments, on vous touche très fortement. On enlève une couverture. Donc, du coup, votre corps, il est totalement impliqué. C'est une expérience multisensorielle qui est très déstabilisante, vu aussi le texte qui est proposé. Donc, ça me paraît être un terrain intéressant quand on scénographie avant de mettre un casque. L'expérience, elle est encore plus forte. Et là, en ressentant des effets physiques comme le vent ou quelqu'un qui nous touche, c'est très, très déstabilisant comme expérience. J'ai un petit teaser. Vous devriez ne pas la connaître. L'avoir trouvée partout à la fois. Dans un hôtel, dans une rue, dans un train, dans un bar,
dans un livre, dans un film, en vous-même, en vous, en toi, au hasard de ton sexe dressé dans la nuit qui appelle ou se mettre, ou se débarrasser des pleurs qui le remplissent. Ne mentez plus. Je ne voudrais rien savoir de la façon dont vous savez, avec cette certitude issue de la mort, cette monotonie irrémédiable, égale à elle-même chaque jour de votre vie, chaque nuit, avec cette fonction mortelle du manque d'aimer. Le jour est venu, tout va commencer, sauf vous. Vous ne commencez jamais. Bon, autant vous dire que quand on sort de cette expérience, on est quand même dans une autre réalité. C'est très, très déstabilisant. C'est dommage qu'on puisse pas éteindre la lumière, mais j'imagine comme on est filmé, c'est non. Même si pour les extraits, c'est pas très agréable, mais tant pis. Alors, autre technologie, c'est la réalité mixte. Donc, qu'est-ce que la réalité mixte? Vous allez voir que là, on est beaucoup moins dans la poésie quand je vais vous montrer je vais peut-être pas le montrer, le truc d'HoloLens. Donc, on va ajouter des objets de synthèse 3D dans l'environnement réel, avec lesquels l'utilisateur peut interagir. Et ces éléments sont visibles grâce à des lunettes qui ressemblent à ce qu'on peut porter dans un cinéma pour voir de la 3D lorsqu'on est dans un dispositif que l'on appelle Cave ou Advi, je vais vous montrer un petit peu plus tard, soit par des casques comme ici, comme le casque HoloLens de Microsoft. En fait, ces casques, il n'y a pas d'écran pour occulter la vision. C'est une surface transparente qui permet d'incruster des éléments dans l'espace réel. Microsoft HoloLens brings holograms into your real world. Using transparent lenses, spatial sound, and an understanding of your environment, holograms look and sound like they're actually part of the world around you. That is mixed reality. With Microsoft HoloLens, holograms are viewed through the holographic frame centered in the middle of your view. This preserves your peripheral vision, so you can move freely and connect and collaborate with people around you. Holograms in mixed reality don't block out what you can see and hear. This enables you to engage with digital content and tools alongside the objects in your real world. Holograms can be world-locked in a physical location, so you can walk around them, or they can travel with you. You can even hear them in 3D with spatial sound. Microsoft HoloLens is the world's first fully untethered, self-contained holographic computer. With the mixed reality experience of HoloLens, you can stay in the real world and interact with real people as you simultaneously explore 3D in 3D. Vous voyez qu'il propose rien moins que transformer le monde juste en le voyant différemment. Donc bon, je ne dirai rien, mais vous imaginez tout ce qu'on peut dire autour de ça. Un dispositif plus intéressant, en tout cas dans les exemples, puisque là, il n'y a pas encore eu vraiment d'exemple à partir du casque HoloLens, hormis des partenariats avec la boîte de prod de George Lucas, où ils essaient de créer des choses, et notamment en jeux vidéo. Donc là, je vais vous parler d'un dispositif physique, donc où on est soit dans une pièce circulaire, soit une pièce rectangulaire. Donc là, il y a deux systèmes, le Cave ou l'Advi, mais je ne voudrais pas aller trop dans les détails. C'est un espace avec un système de projection stéréoscopique dans lequel vous avez un système de tracking qui suit les spectateurs, donc qui va détecter les mouvements du spectateur. Ces spectateurs sont munis de lunettes, comme les lunettes dans les cinémas 3D,
pour voir en relief et pour interagir avec les éléments qui sont projetés. Et là, bon, je passe. Je vais vous montrer un projet que j'adore, hein, qui est Scénario, qui a été développé dans une université australienne de New South Wales, dans un labo de recherche qui s'appelle le e-cinéma. Bon, moi, je rêverais d'avoir ça à l'université française, mais bon, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Donc, rêvons là-dessus. Donc, de quoi s'agit-il ? Scénario, c'est un film donc pour un dispositif Cave, un environnement de réalité mixte, qui a pour but, je cite, de tester une théorie de l'interaction dans laquelle les utilisateurs et les personnages virtuels sont capables de définir ensemble un récit interactif. Alors, je vais expliquer un tout petit peu, mais en tout cas, ce projet s'inspire d'une pièce expérimentale de Samuel Beckett, Quadrat, qui avait été présentée à la télé allemande dans les années 80. Allez voir sur YouTube, hein, parce que vous n'imaginez pas qu'on puisse mettre ça à la télé de nos jours, c'est assez hallucinant. Donc là, l'idée, c'est de plonger donc, les spectateurs dans un environnement de réalité mixte qui est peuplé de créatures virtuelles. Et ces créatures virtuelles, elles ont une certaine autonomie qui n'est pas préprogrammée. Parce qu'en fait, le langage de programmation qui a été utilisé pour ce projet, c'est un langage qui permet aux créatures, en l'occurrence, là, de réagir aux événements extérieurs sans que ce soit sur des scripts prédéterminés. Donc, elles apprennent, hein, c'est ce qu'on appelle la seconde interactivité, et c'est toute une recherche sur l'intelligence artificielle. Donc là, le récit s'élabore vraiment par un corps à corps entre les spectateurs et ces créatures virtuelles. Je vous montre donc alors, il faudrait baisser la lumière, être dans une pièce circulaire, et voilà ce qu'on pourrait avoir. Et avoir des lunettes et voir des créatures en relief. Donc, il n'y a jamais deux fois finalement le même scénario, puisque les entités réagissent différemment selon des scripts non déterminés. Donc, tous les gestes des spectateurs sont analysés par le système de tracking, d'où la réelle interaction. Pardon, je voulais juste expliquer ce qu'il cherchait à faire avec cette expérimentation. C'est vraiment réfléchir à une interaction homme-machine comme un processus dynamique, coévolutionnaire dans un espace partagé. Donc, et promouvoir une esthétique de l'interaction incarnée. Et je crois que ce projet, c'est vraiment un des seuls à ma connaissance qui a vraiment une réflexion sur cette notion d'interaction incarnée au sens vraiment fort du terme, puisque c'est avec le corps à corps du coup entre ces spectateurs que se construit vraiment un paysage-récit. Et cette notion de paysage-récit, je l'emprunte à Jean-Louis Boissier, et avec ce dispositif immersif, on trouve une résonance assez intéressante à cette idée de paysage-récit. Du coup, ce qui me paraît quand même intéressant, c'est aussi de revenir à une perspective un peu plus historique, puisque
on voit que dans la plus grande majorité des discours qui accompagnent les technologies dites immersives, que ce soit des médias, des constructeurs ou des studios de création, on met souvent en avant la radicale nouveauté et on les présente souvent comme des innovations de rupture. Alors bon, évidemment, il y a une dimension marketing assez forte derrière ça. Et bien entendu, on ne peut pas nier l'aspect très spécifique de ces technologies, mais elles sont quand même relativement anciennes et pour mieux les comprendre et mieux les appréhender en tant que médium artistique, il me semble que c'est intéressant de les placer dans une continuité technologique, mais aussi dans une histoire élargie des arts. Et cette histoire, elle dépasse largement le cinéma, elle emprunte au théâtre, à la danse, à la performance et plus tardivement aux arts numériques. D'autre part, très important aussi de se dire que ces technologies, finalement, elles ne font que réactualiser un certain nombre de questions qui s'étaient déjà posées autour du réalisme, du rapport au réel, de la matérialité, de l'immatérialité des images et évidemment la question de l'immersion et de la réception et de la posture spectatorielle. Par exemple, si on s'en tient à la réalité virtuelle, un des premiers dispositifs vraiment de réalité virtuelle, c'est le Sensorama qui a été pensé à la fin des années 50 par un réalisateur américain, Morton Hellig. Alors, vous voyez, c'est une cabine qui est une sorte d'ancêtre des arcades, des jeux arcades, dans laquelle on rentre. On a une image en relief, on a un siège qui bouge, on a du vent qui nous arrive et aussi des odeurs. Donc, on a tout. Là, tout ce que vous voyez là, les vibrations, la couleur, la 3D, une vision élargie, etc., le son surround, évidemment. Et ce dispositif a été abandonné faute de financement, mais on est vraiment déjà dans ce côté spectaculaire qu'on peut retrouver dans des dispositifs comme Birdly de Somniacs, où vous êtes à la place d'un avion, non pas d'un avion, d'un oiseau qui vole, avec un gros ventilateur sur vous, mais il n'y a pas d'odeur, là, c'est dommage. Alors, je passe sur les autres filiations pour gagner du temps, pour revenir finalement à des dispositifs aussi un peu primitifs du cinéma des premiers temps. Et là, on peut trouver des filiations indirectes avec tout ce qui est jouet optique et donc tous ces dispositifs de ce qu'on appelle le pré-cinéma. Il me semble que ce sont des ancêtres assez familiers, notamment par leur caractère illusionniste et par la posture spectatorielle qu'ils suscitent par rapport aux technologies actuelles immersives. Par exemple, ici, c'est le kinétoscope conçu par Edison en 1891. Vous êtes dans une cabine, enfin, avec ce dispositif, avec quelque chose sur l'œil et aussi dans l'oreille, et vous voyez une image animée qui se déploie. Alors, ça vient du praxinoscope, évidemment, mais je passe. On retrouve des dispositifs dans l'art contemporain. Ça, c'est un projet de Jeff Guest, From Hand to Mouth, justement pour déstabiliser la position du spectateur qui se retrouve à l'intérieur de ce panorama circulaire. Plus largement, la problématique d'un corps embarqué, impliqué, immergé dans un espace de représentation globant est ancienne, notamment au cinéma, par rapport à des procédés qui font justement déborder l'image du cadre. On l'a eu avec la polyvision d'Abel Gance en 1927 pour son Napoléon. On peut voir aussi le Cineuil de cinéma Vertov avec sa logique d'omnivision comme une volonté de champ immersif, ou encore le non-montage et le champ total prôné par Bazin. D'autre part, s'agissant des dispositifs et non plus des procédés qui cherchent à impliquer physiquement le spectateur dans la représentation, en abolissant justement les frontières entre l'espace physique et l'espace spectatoriel, on peut citer le cinéorama, 1897, de Raoul Grimoin-Sanson, qui renouvelle en fait le procédé du panorama du XVIIIe siècle. C'est un dispositif dans lequel les spectateurs entrent dans une fosse nacelle de montgolfière et ils voient défiler autour d'eux des paysages qui ont été sur une surface 360 degrés, des paysages qui ont été filmés justement à partir de ballons.
Donc ça ressemble quand même dans un dispositif immersif à des choses qu'on peut voir actuellement, notamment dans des parcs d'attractions. On aurait pu citer aussi le cinématographe des Frères Lumière, mais aussi toutes les formes plus tardives de ce qu'on appelle l'expanded cinéma, le cinéma élargi, du cinéma expérimental. Par exemple, ici, j'ai choisi Stan Van Der Beek, Moviedrome, puisqu'il a inventé cet espace architectural pour pouvoir présenter ses films qu'il appelle des movie murals. Donc ça, ce sont les années 60. Pardon. On peut aussi retrouver cette idée d'immersion chez des artistes comme Anthony McCall, qui dans les années 70 a fait toute une série de films de lumière solide, sans écran et sans caméra, puisqu'il s'agit de rentrer dans une pièce noire, enfumée, avec un projecteur qui projette un film sur lequel on a dessiné directement sur la pellicule un cercle. Et il faut attendre 30 minutes pour voir le cercle se former. Mais c'est assez déstabilisant aussi du point de vue immersif. Finalement, toutes les questions relatives à la spatialisation de l'œuvre, à son appréhension en termes d'environnement, à la participation du regardeur et à l'expérimentation, on les retrouve quand même dans les arts plastiques et aussi dans les arts numériques dès les années 80 en particulier. Finalement, si on essaie de voir quels sont les enjeux de ces formes, on voit qu'elles sont souvent délinéarisées, ouvertes, évolutives, interactives, et qu'elles engagent le corps du spectateur d'une manière particulière. Donc, elles questionnent évidemment la réception, mais aussi la représentation. C'est un terrain assez enthousiasmant pour les cinéastes et pour les artistes, parce que ça remet en cause les éléments essentiels du langage audiovisuel. Alors évidemment, le cadre, il faut repenser le cadre, le montage, la dynamique champ hors champ qu'on utilise beaucoup au cinéma. On peut la créer dans le 360, mais il faut justement se poser la question comment on peut créer ça. Toutes les questions autour du point de vue, de la focalisation. Donc toute la grammaire, si vous voulez, du langage cinématographique audiovisuel classique est remise en question par ces dispositifs. Et c'est ça qui est justement intéressant à travailler. Ces dispositifs s'inscrivent plus largement dans une logique de remédiation, et c'est une logique qui est caractéristique de tous les nouveaux médias. Ce terme, remédiation, a été théorisé par Bolter et Grusin. En fait, c'est dérivé d'une thèse de Marshall McLuhan qui dit que chaque nouveau média se déploie en imitant les formes du médium auquel il succède. Donc, dans l'idée de remédiation, il y a à la fois une répétition, mais qui excède évidemment le média précédent. Et il y a aussi deux logiques représentatives, et ça me paraît intéressant pour aborder ces nouvelles formes audiovisuelles. Une logique qui est de l'ordre de ce qu'ils appellent, Bolter et Grusin, l'hypermédiatie, c'est-à-dire une représentation qui vise à rappeler à celui qui regarde la présence du médium. Et une autre tendance qui est l'immédiatie, qui est une représentation qui vise à faire oublier au spectateur la présence du médium et qui tente de lui faire croire qu'il est en présence directe des objets représentés. Et dans les dispositifs immersifs, on est justement dans cette logique de la transparence et de l'immédiatie. Et on cherche souvent à accentuer ce qu'on appelle l'effet de présence en rendant toutes les interfaces presque transparentes, le casque VR, l'écran mobile, en le fondant dans une scénarisation particulière. En anglais, on parle même de interfaceless interface. Donc, c'est vraiment l'interface sans interface. C'est assez étonnant comme expression. Et cette idée, c'est de dissoudre au maximum la frontière entre l'espace réel du spectateur et l'espace virtuel de la représentation. Moi, je préfère parler d'interface incorporée parce que le spectateur a un rôle vraiment très particulier dans ces dispositifs. En tout cas, on est vraiment sur une unité dédoublée entre le corps virtuel, c'est-à-dire qu'on projette dans l'espace de représentation, et le corps physique du spectateur. Et il me semble que les dispositifs les plus intéressants, c'est le dispositif qui questionne cette double unité.
Cette question du brouillage, on la retrouve, la perturbation des espaces, on ne la retrouve pas que dans la réalité virtuelle, on la retrouve aussi dans la réalité augmentée, avec parfois une dimension un peu activiste au sens de hacker. Et je voulais vous parler rapidement, parce que je ne sais pas si vous connaissez, le AR Art Manifesto, qui est un manifeste sur l'art de la réalité augmentée, qui a été signé par différents artistes du monde entier en 2011 et qui prône un art nouveau qui explose les frontières du réel et du virtuel, permettant à chacun de transformer sa propre réalité. Ils expliquent que c'est justement en libérant le virtuel du carcan des écrans fixes que l'on va transformer les données afin qu'elles créent une sorte de nouvel espace physique en temps réel. Ils ont justement une posture qui s'inspire très largement des avant-gardes des années 20, notamment de Dada, puisqu'ils rejettent l'art institutionnalisé. Ils expliquent dans leur manifeste « Nous installons, révisons, permutons, simulons, exposons, décorons, piratons, infestons, démasquons les institutions publiques ». Et en fait, leur premier fait d'armes, on va dire, c'est qu'ils ont hacké le MoMA, une expo en 2010 du MoMA de New York, en insérant des dispositifs de réalité augmentée dans le musée et en appelant sur les réseaux sociaux à aller voir cette exposition, alors que ces dispositifs n'étaient pas intégrés dans l'exposition officielle. Donc on voit plein de gens, enfin, je l'ai montré là, qui viennent avec leur téléphone, qui se font virer plus ou moins par les gardiens du musée, qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde est excité par ça. Et donc, des créatures vont sortir des tableaux, alors qu'on n'a évidemment pas demandé à ce qu'elles soient là. Donc, cette idée d'infiltration de l'art institutionnalisé en le hackant. 2010. Je voulais finir, je finis pas parce que mon temps a été écourté, mais revenir sur une idée assez intéressante de réalité altérée plutôt que de réalité augmentée je trouve ça plus intéressant, cette idée d'altération que d'augmentation. On la retrouve chez de nombreux artistes, notamment un artiste français qui fait des choses hyper intéressantes avec la technologie. C'est Adelin Schweitzer, qui est un artiste à Marseille, qui a un projet actuellement en cours qui s'appelle Alpha Loop. Donc, je ne vais pas vous montrer grand-chose puisqu'il est vraiment en train de le travailler, qui vise à détourner l'usage traditionnel du téléphone portable à travers une expérience participative, immersive et déambulatoire. Il part du principe qu'il n'existe pas de réalité, mais plutôt un ensemble de paradigmes qui conditionnent nos perceptions du réel et définissent notre rapport au monde. Et lui, il veut justement déconditionner notre façon d'appréhender le monde. Alors, comment ça se passe concrètement ? On équipe des gens avec des casques qui sont en fait des casques où on met un téléphone dedans. Et en fait, le téléphone est utilisé en fonction d'enregistrement du réel. On ne met pas des images autres, hein. On voit le réel, donc on se promène, c'est une expérience collective, avec un guide, c'est lui là, devant. Donc il y a aussi une question de performance et de théâtralisation. Et de temps en temps, vous allez avoir dans votre casque des éléments qui perturbent votre propre réalité. Et il y a toute une narration qui est construite dans cette déambulation. Donc, ça a à faire avec la narration, la théâtralité, l'expérience. L'idée étant de créer une sorte d'élément disruptif, il en parle comme ça, Adelin Schweitzer, pour essayer d'avoir d'autres sensations dans le corps et dans l'esprit du spectateur par rapport au monde que l'on peut avoir. Je vous montre juste le teaser qui n'est pas très représentatif, mais qui va vous donner une petite ambiance.
Le guide, il fait plein de petites... il parle, il joue de la musique, il accompagne en temps réel physique la performance. Et ça déstabilise le corps du spectateur, mais le corps, enfin quelqu'un qui déambule, plutôt du promeneur, le corps en mouvement. On n'est pas assis sur un siège avec un casque. Donc la question, c'est comment on utilise justement ces technologies pour apporter une réflexion sur la technologie elle-même. Donc je squeeze toute cette partie que je trouve intéressante, mais que vous aborderez peut-être dans la table ronde, c'est que, ok, on va créer une réflexion sur notre rapport à la réalité en perturbant notre système de proprioception et notre système sensorimoteur. Et on nous propose en même temps avec ces dispositifs toute une réflexion sur le réel, comment montrer le réel. Et je trouvais ça très intéressant dans certains projets, cette idée on peut rendre visibles des choses qui sont immontrables, comme le projet DMZ, The Memories of No Man's Land de Ayun Non, qui nous amène à la frontière, à la zone démilitarisée coréenne, entre le nord et le sud. Je n'en parle pas, mais vous aviez aussi le projet d'Alejandro González Iñárritu qui nous amenait à la frontière mexicaine, états-unienne, avec un groupe de migrants. Et tout ça questionne le rapport au réel. Juste citer ce que dit Iñárritu sur son dispositif. Il s'agit d'expérimenter la VR afin d'explorer la condition humaine et tenter de briser la dictature de l'image pour revendiquer un espace permettant aux spectateurs de plonger dans une expérience où l'on marche dans la peau des migrants, se glissant sous leur peau, dans leur cœur, afin de prendre conscience d'une certaine réalité. Je ne sais pas si faire une expérience sensorielle comme Carne y Arena nous permet de prendre conscience d'une certaine réalité. En tout cas, c'est une expérience qui perturbe. Mais on peut penser que dans le meilleur des cas, justement, ces formes immersives, justement par leur capacité à hybrider les genres, les formes, les processus de création et à casser un peu toutes les catégories, les disciplines, elles pourraient renouveler justement la représentation du réel en dépassant le clivage qu'on tend parfois à mettre entre ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre du documentaire, pour offrir ce que Gérard Leblanc appelle, ça c'est ma casquette universitaire qui revient, Gérard Leblanc appelle les fictions de réalité. J'adore cette proposition qu'il a, puisque pour lui, les fictions, il distingue en fait, et je m'arrête vraiment là, fiction de réalité et fiction du visible, je le cite. Les fictions du visible sont fondées sur la réduction de la réalité au visible. Bon, beaucoup de films sont comme ça, hélas. Et les fictions de la réalité, qui, par des images, des rapports audiovisuels complexes, font accéder au visible, ce qui échappe à la vue, à la perception immédiate. Il s'agit dans ces fictions de produire le visible de ce que l'on ne voit pas. Alors, c'est tout ce que j'espère des technologies immersives actuelles. Je vous remercie pour votre attention.